Bonjour tout le monde. Ceux qui écoutent le podcast là, sur YouTube, les plateformes de streaming, là, abonnez-vous à la chaîne. C'est important, là. Des complots intelligents pour briller en société. Ouais, Yann, il y a toute la collection des. Comment il s'appelle, ce gars-là? Zacharias Sitchin, là. Je sais pas si vous savez c'est qui. Là. C'est un gars qui disait que, genre, les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Puis tout, là. Nice. À partir des tablettes sumériennes, c'est quoi, toutes sortes d'affaires Il y a vraiment beaucoup de débats sur pourquoi ces pyramides ont été construites. J'ai Oh, jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi les gens débattent là-dessus. Christian Page a fait de quoi de fun cette semaine, ces pyramides, justement. Il dit, les gens sont là, hey, tous les blocs qu'ils ont mis. Il dit, les gens réalisent pas que les blocs, c'est juste les blocs extérieurs. En dessous des blocs, c'est juste de la gravelle. Il dit, c'est pas si hot que ça, les pyramides. Là. C'est vraiment un tombeau, un couloir d'accès, puis un tas de roches, puis on mis des blocs par-dessus. Là. Ouais. Mais tu sais, la force, c'est que toutes les mais les gens pensent que c'est inaccessible, mais... Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est comme. J'avais vu un documentaire un moment donné sur les Mayas, là, ou les Incas, je ne me rappelle plus lequel des deux. Puis tu sais, il montrait. Au début, il faisait comme des myth-busting, là, puis il était là. Ah, il y a des gens qui ont dit c'est impossible de faire telle affaire parce que, mettons, c'est un cercle parfait. Puis là, le gars, il mettait un poteau dans le milieu, puis il faisait le tour avec une corde, puis il était là, il était là, voici un cercle qui a l'air à peu près parfait. Là, cette technique-là est connue depuis genre 10 000 ans. Là. Okay. C'est que tu allais me dire qu'il n'était pas parfait. Non, mais tu sais, le cercle n'était pas super parfait, mais celui que les gens parlaient non plus. Là, c'est juste qu'il y a l'air à ton œil. Mais je veux dire, on sous-estime beaucoup les connaissances qu'avaient les gens dans le passé. Ça vient un peu je pense, de la révolution industrielle, de tous les mythes qu'on s'est inventés. Là. Mais je veux dire, avant, les gens n'étaient pas des complets débiles. Là. Je veux dire, il y avait les mathématiques, ça fait longtemps que ça existe, puis la géométrie aussi. Là. Les gens, ils construisaient des trucs, puis ils construisaient des ponts il y a 3-4 000 ans. Là, Pythagore, il est pas né en 1850. Ah, c'est ça. Là. Il y a aussi le fait que les gens, des fois, aujourd'hui, on aime ça s'imaginer que les gens du passé avaient des rationalités différentes ou des trucs super complexes. Mais en réalité, souvent, il y a comme des explications vraiment mondaines de pourquoi ils ont fait quelque chose. Il y en avait un voyons, qui était l'explication de pourquoi est-ce que des gens veulent se faire enterrer avec des objets lorsqu'ils sont morts, surtout dans des sociétés particulièrement pauvres et avec des biens particulièrement onéreux. Là, les gens vont inventer des affaires de spiritualité, puis de blablabla. Payer le passage de l'autre côté. Oui, mais il y a aussi un article, monsieur avec la fourche. Là. Il y a aussi quelques articles connus en économie qui montrent que les objets funéraires étaient un mécanisme pour atténuer les conflits sociaux. Parce que quand tu avais des lois sur l'héritage qui étaient ambiguës et que dans des cas d'ambiguïté, tu pouvais avoir de la violence, la destruction délibérée de la richesse pouvait empêcher un conflit sur la redistribution des actifs d'une personne décédée. Hey, je crois tellement que c'est vrai, Vincent, parce que sérieusement, là, on vit des affaires des fois là, dans des cas de succession de. C'est quelque chose qu'on a à dealer. Veut pas quand quelqu'un décède, on a. Je vous donner une idée, là, on a peut-être 4 ou 5 000 contrats d'assurance en vigueur dans le cabinet chez nous parce qu'on a acheté des clientèles au fil du temps. Fait qu'évidemment, il y a des gens là-dedans qui finissent par décéder. Fait qu'on fait les réclamations de décès, le processus. 80% du temps, ça va vraiment bien. Tout le monde est de bonne intention. Il y a un 10% du temps que c'est difficile un peu parce que au point de vue des papiers, tout ça, mais il y a un petit 10%, je dirais, des fois, là, tu fais « Oh, que c'est louche! Oh, que c'est louche! » Les chicanes dans la famille, puis c'est pas tout le temps pour des gros montants. Là. Une police d'assurance de 2 millions, c'est plus facile à régler qu'un 25 000 souvent. Là. Oui, puis non seulement ça, mais aujourd'hui, là, toi puis moi, quand on parle de gens qui font des chicanes comme ça, d'héritage, on est dans des sociétés où est-ce que la violence est assez bien contrôlée. Mettons que tu es en Islande médiévale. Ouais, c'est ça. Ça de même. Un petit conflit peut. Je veux dire, dans le sens que
petit conflit peut dégénérer, mais ça permet d'éviter des luttes intestines qui pourraient être coûteuses, qui pourraient aussi avoir une externalité sur une tierce partie, quelqu'un qui n'est pas membre de la famille du tout puis qui n'est pas affecté, mais parce que les deux se font violence l'un l'autre, ben, par accident, ils vont détruire sa ferme ou quelque chose comme ça. Mais il y a un de mes amis, en fait, puis la raison que je le dis, c'est un de mes amis, Colin Harris, qui est prof à un collège dans le Midwest américain. Il a écrit un article dans la revue d'économie politique. Ça s'appelle Burying the Hatchet. Puis il explique pourquoi en Islande médiévale, pendant l'époque viking, puis il y a des données empiriques. Là. Il trouve des données c'est quoi la richesse d'un viking? C'est son bateau? Non, ça se divise pas en trois, ça. Non, mais ça peut être des choses comme, par exemple, un dragon, aussi? Ah non, ça, c'est des bonhommes de mes enfants, ça part pas. Non, effectivement, ça n'a pas rapport. Mais ça peut être, par exemple, une épée. Ça peut être de tuer un animal que tu possèdes. Tu peux avoir des bijoux, de l'argenterie. Les gens oublient que dans le passé, une chose qu'on essayait de léguer de famille en famille, c'était l'argenterie des parents. Donc, tu avais un set de cuisine qui était particulièrement en argent ou en... J'en ai un à la maison. Je sais pas ce qu'on fait avec ça, mais j'en ai un. Oui, j'en ai un, moi, qui appartient. C'était le cadeau de mariage de ma grand-mère. Je le garde, tu sais. Mais ça aussi, c'est une affaire qu'on oublie souvent, c'est que la valeur des choses pour les gens a aussi une dimension symbolique. Là. Les humains, depuis toujours, sont attachés au symbolisme. Là, tous les rituels entourant la mort, toutes ces choses-là ont une importance pour les humains qui n'est pas nécessairement, mais non pas seulement nécessairement quantifiable. Là, mais non seulement ça, mais ce que tu soulignes, là, c'est qu'éventuellement, mettons que c'est juste ça qui reste, il reste juste la valeur émotive. Mais si, disons, les lois sur l'héritage deviennent mieux définies, ou que les droits de propriété de la personne décédée et comment est-ce qu'elle peut aliéner ses propres droits à qui les transférer, si, disons, la qualité de ces droits de propriété-là augmente, tu devrais, par définition, si mon explication est bonne, là, puis celle de Colin aussi, tu devrais avoir une baisse du nombre de biens qu'on détruit de manière délibérée pour éviter des conflits. Ben, Colin, dans son article, par exemple, vers la fin, il pointe que quand les droits de propriété ont été mieux définis vers le 11e et 12e siècle, la pratique a commencé à baisser. Le pire cas qu'on a vu au bureau, là, c'est une dame, pour une police de 25 000, elle était rendue officiellement la conjointe d'un monsieur qui avait beaucoup de difficultés dans un RPA. Elle nous a envoyé à peu près 4 versions de testament holographe qu'elle avait faites avec le monsieur en question qui est décédé. Puis, tu sais, ça déshéritait ses enfants, puis ça faisait en sorte que la police d'assurance allait tout à elle, puis tout ça. Puis là, nous autres, on recevait ces versions-là, puis là, t'es là, qu'est-ce que tu fais avec ça? On envoyait ça à l'assureur. L'assureur, il revenait tout le temps avec la même affaire. Il dit, écoute, non crédible, ça prend une analyse de la calligraphie, ou je sais pas comment on appelle ça exactement. Mais il faut faire analyser ça, puis il faut que la dame arrive avec des certificats de preuve que c'est vraiment le monsieur qui l'a écrit, tout ça. Fait que c'est jamais revenu. Fait qu'à un moment donné, l'assureur cette année, puis il a payé les bénéficiaires au dossier, tout simplement. Parce qu'il n'était pas capable de prouver que c'est réellement le monsieur qui avait écrit les certificats holographes. Mais écoute, le temps qu'on avait mis sur ce dossier-là, ça en était hallucinant. Là, tu te dis, tabarouette, madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis là, elle nous a menacé de nous poursuivre, puis... Madame, moi, je prends des copies du testament que vous m'envoyez, on l'envoie à l'assureur. L'assureur trouve que ça n'a pas l'air super crédible. Il vous demande de ramener des preuves devant un juge que vous avez fait étudier l'écriture du monsieur en question. Vous ne l'avez pas fait. Tu sais, un moment donné, c'est ça. L'autre bord, tu parles aux enfants qui sont les réels bénéficiaires, qui, eux, ils attendent d'avoir leur chèque. Puis là, tout ça est contesté par la dame. Puis une police de 25 000 $. Et là, t'es là, tu te dis, tabarouette, man, qu'est-ce que vous faites là? Puis, on comprend que c'est un peu le principe de la fameuse gold digger, là, puis il y a des hommes qui le sont aussi, by the way, là, c'est pas juste des femmes. Oui, absolument. Écoute, je pense pas qu'il y a de trucs spécifiques, mais tu sais, il y a aussi des affaires à travers l'histoire des trucs comme tu décris, tu peux le voir aussi quand c'est appliqué. Comme par exemple, aux États-Unis, après la guerre civile, les pensions de vétérans, il y avait beaucoup de vétérans qui... quand ils approchaient l'âge plus avancé et qu'ils étaient en perte d'autonomie, n'ayant pas les moyens de payer une infirmière ou quelqu'un pour rester avec eux. Il mariait l'infirmière, non? Ben, tu lui offrais, puisqu'elle était ta bénéficiaire après les faits, parce que tu n'es pas toi qui la payais, mais elle était payée pour ses services.
donc tu la mariais et elle avait des bénéfices comme ça. C'est pour ça que, par exemple, je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait écrit là-dessus. La dernière personne à recevoir des pensions de vieillesse de la guerre civile américaine. C'est une dame de 20 ans qui avait marié quelqu'un de 85 ans. Genre. Quelque chose comme ça, puis c'était en 1964. La dernière prestation versée à jamais à la famille, à l'épouse d'un vétéran de la guerre civile. La guerre civile s'est terminée en 1865. Aïe, Donc, ouais. 100 ans. c'est ça, un petit peu, c'est 99, mais tu sais, on peut faire pratique 100 ans, mais les gens sont super rationnels. Fait que tu sais, quand tu regardes des trucs comme les gens sont comme confus de pourquoi ils ont construit des pyramides, pourquoi ils pitchaient de l'argent dans des tombeaux, probablement qu'il y avait une explication spirituelle. Peut-être que c'était, mais c'est peut-être aussi que des fois, il y a des explications vraiment plus mondaines. Ouais. Je peux facilement imaginer, tu sais, qu'étant donné la richesse des pharaons, par exemple, que l'explication de Collins s'applique. Puis une de mes étudiantes a fait que c'est sa thèse de bac qu'elle avait faite, puis qu'elle veut le faire en thèse de doc pour étendre, de tester si les périodes dans lesquelles les pyramides sont plus grandes, c'est aussi des périodes dans lesquelles l'Égypte était plus riche et que le pharaon détruisait davantage de richesses pour s'assurer d'une succession qui fonctionnait. Ouais. C'est pour ça que possible que des fois, des explications, je ne sais pas si c'est la bonne. Elle a proposé de tester ça, puis je l'ai encouragé à le faire parce que c'est de la bonne histoire économique, c'est de la bonne économie, il y a des bons concepts qui sont utilisés, mais des fois, des trucs qui ont l'air weird, des explications sont vraiment mondaines. Moi, je trouve que ça fait un peu penser à finalement, tu sais, l'espèce de concours de qui va avoir la plus grosse tour à building, là, tu sais, puis là, maintenant, c'est Dubaï avec une... Puis là, t'es comme, tu sais, techniquement, est-ce que l'utilité d'avoir ce genre de bâtiment-là est vraiment là ou c'est comme une manifestation d'un niveau de vie tellement élevé que t'es comme, ici, il y a vraiment du cash, man. Fait que, tu sais, notre tour peut avoir 200 étages de haut. C'est quand même rare que tu vois une tour de même en Éthiopie. Écoute, tu sais quoi qui me fait plaisir que tu parles de ça? Cette semaine, j'ai acheté un livre qui s'appelle The Skyscraper's Curse, qui veut que tu regardes la taille des gratte-ciels et que tu regardes plus tu atteins. En fait, quand tu bats le record, mettons. Là. Si tu enlèves la tendance, OK, puis que tu fais juste regarder les déviations de la tendance, ça a l'air de copier le business cycle. C'est-à-dire que quand tu as une expansion, tu vas avoir des tours de plus en plus élevés qui vont être construites et après, tu vas avoir une baisse. Et l'idée, il y a cet économiste qui est Mark, je ne suis pas super convaincu. Parce que quand j'ai pogné le livre, lui, il appelle ça The Skyscraper's Curse and How Austrian Economists Predicted Every Major Economic Crisis of the Last Century. C'est ça le nom du livre. Je ne suis pas vraiment convaincu parce que j'ai regardé après, j'ai été voir s'il n'y avait pas des articles. Il y en a un qui n'est pas capable de répliquer certains de ses résultats. Fait que ça a l'air de ne pas super bien tenir, mais il y a quand même quelque chose des fois dans des trucs au mondain que tu observes, que les gens font comme des explications super complexes. Puis des fois, des trucs beaucoup plus simples dans le sens. De quoi qui est drôle avec ça? Le coût du crédit est moins cher, donc il se permet de faire des trucs qu'il n'aurait pas normalement fait. De quoi qui est super drôle avec ça, là, si vous chercherez ça, les auditeurs, je le ferai apparaître à l'écran, il y a plein de vidéos là-dessus sur Internet, ça s'appelle la Tower of Doom. C'est un gratte-ciel que les Coréens du Nord ont fait bâtir. Justement, un peu dans cette optique-là. On va faire un gros gratte-ciel immense pour montrer la grandeur de la Corée du Nord. Tout ça. Et l'idée, c'est que je pense. Là, je vais vraiment de mémoire. Là, il n'y a jamais personne qui a travaillé là. Genre. Non, mais en fait, le building a commencé à être construit en 1986 et il n'est toujours pas terminé. Et la tour a été rachetée, je pense, en 2011 par une compagnie égyptienne qui ont décidé finalement de mettre des fenêtres parce que pendant plus de 20 ans, il n'y avait pas de fenêtres au building parce qu'il n'y avait pas de budget pour le terminer. Et c'est une immense tour au centre de Pyongyang qui est vide. Il n'y a rien là-dedans. C'est juste C'est drôle, cette histoire-là que tu me racontes. Il y a quelques années, il y avait Paul Baudry qui est un avocat montréalais. Puis, borderline humoriste.
Ah, il est vraiment drôle aussi. Mais c'est un excellent avocat. Mais il avait fait un voyage en Corée du Nord quand il était plus jeune. Parce que le régime veut faire de la propagande, puis Paul les avait payés pour voir leur propagande. Il savait très bien c'est quoi qu'ils faisaient, que c'était de la propagande, mais il voulait voir first hand. Hey, mais lui, il Puis, aurait pu se faire enfermer solide, je veux dire. non, c'était organisé par le régime, fait que le régime Non, non, t'invite. je le sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'entend. Il y a un ton sarcastique, Paul. Il est On veut capable pas. d'être baveux, mais il a dû être tranquille quand il y était. T'as pas le choix. Là. Je pense que c'est un gars assez wise pour savoir quoi faire. Je Oh, me oui. souviens plus. Mais il avait fait une présentation au Québécois Libre après sur son voyage. Puis il Ah ouais? parlait d'une tour qui avait des ascenseurs, mais la tour, puis là, je viens de la trouver, puis je pense que c'est celle-là. Elle est faite en une pyramide, mais vraiment une pyramide Ouais. avec. Comme si tu Je- avais pris la pointe d'une flèche qui a 4 pictures comme ça. Puis l'ascenseur est supposé monter comme sur une. Au lieu que ce soit un ascenseur qui monte de manière verticale, il monte avec un certain degré le long d'une pente courbée. Mais l'affaire, c'est que quand ils ont fait l'ascenseur, ils n'ont pas réalisé que la courbe était comme pas stable ou quelque chose comme ça. Fait que l'ascenseur n'était pas capable de monter. Fait que c'est pas non seulement qu'il n'y avait pas de fenêtre, c'est que tu peux même pas monter dans les étages les plus hauts, même s'ils sont construits. Ah non, c'est épouvantable. Je vais en faire apparaître à l'écran, là. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est carrément ça, là. C'est une catastrophe. Même d'un point de vue architectural, la compagnie de mémoire égyptienne qui l'ont acheté, finalement, ils n'ont rien fait avec parce que parce qu'il n'y a rien à faire avec. Apparemment que c'est une catastrophe architecturale, puis il y a vraiment rien à faire avec ça. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment, je pense, une tentative de montrer quelque chose, tu sais, un peu comme les Soviétiques qui voulaient aller dans l'espace. Ouais, ça peut être aussi simple que ça des fois. Des fois, là, les explications complexes, c'est pour ça que quand les gens font des théories du complot, là, moi, ce que je me dis, c'est que généralement, l'explication la plus stupide qui existe, là, qui a l'air d'être tellement simple que ça en est ridicule, Ah, tu c'est vois, j'étais quand peut-être même la bonne. Tu vois, Hey, mais j'étais quand tu- même pas pire. La construction a commencé en 1987 avec un achèvement prévu pour 89. Cependant, la construction est arrêtée en 92, la dislocation de l'Union soviétique ayant conduit à l'abandon du soutien à la Corée du Nord. Donc là, il n'y avait plus une scène de la maison mère. Orascom, La maison mère. Orascom a terminé l'extérieur du bâtiment en 2011. Ça, j'étais quand même pas trop pire dans mes dates. Aïe, Finalement, le aïe. bâtiment était abandonné, mais à la base, ça devait être un hôtel. Pour eux autres, je pense qu'ils voulaient faire les Olympiques, genre là-bas, ou de quoi de même, puis faire un. Il y avait vraiment des folies. Il y a quelque chose de surréel avec ça, là, on va se My le dire. Holiday in North Korea, un livre que j'ai lu il y a une couple d'années. The Funniest Worst Place on Earth. C'est un livre de 4 heures sur Audible. C'est une fille qui a fait le trip, puis ils peuvent pas prendre de notes quand ils sont là-bas. Fait qu'elle documentait tout vraiment dans sa tête là, pour être capable de sortir du pays éventuellement puis faire un livre avec ça. C'est fascinant quand tu regardes comment ça s'est fait. Puis, tu sais, j'ai un de mes clients qui a fait, lui, un marathon. Un de ses buts, c'était de faire des marathons sur tous les continents. Puis, il a fait un marathon en Corée du Nord. Il dit, c'est freakant. Il y a genre 5000 touristes par année à peu près qui vont en Corée du Nord. Visite guidée seulement. Il dit, quand tu arrives pour la fin de ton marathon, là, ils te font rentrer dans le stade. Je sais pas s'il l'appelle le stade olympique, mais peu importe. Là, il y a un gros stade où est-ce qu'il y a des gros événements qui peuvent se tenir là. Je dis qu'ils peuvent se tenir là parce qu'évidemment, il ne s'en tient pas. Mais il dit, quand tu arrives là, tu sais, il y a des gens qui t'applaudissent puis tout ça, mais tu sais que c'est fake. Là. Mais il n'y a pas une tonne de gens. Là, mais ça pourrait contenir, je sais pas, 30, 40 000 personnes, le stade. Il dit, ça a été vraiment freakant. Il l'a fait. Moi, ce gars-là, il m'a impressionné quand il m'a conté son voyage en Corée du Nord. Mais c'est hallucinant, pareil. Tu as quelqu'un qui te suit partout. Tu as un chaperon là, pour tout ce que tu vas faire. Il te laisse aller aux toilettes, mais m'a dire une affaire, le chaperon n'est pas trop loin, pareil. Là. Et puis c'est drôle que tu dis ça. Quand tu as parlé de ça, Yann, je me suis dit, je suis sûr que ça aussi, c'est une autre affaire de folie des grandeurs. Puis je suis allé vérifier. Ça s'appelle le Run Grado Mayday Stadium et c'est officiellement le deuxième plus gros stade de sport au monde avec une capacité de 114 000 personnes. Avec pas d'équipe, rien. Là. Mais encore pourquoi, là? Et puis tu vois les images de ça, c'est fucked up, là. C'est Non, mais immense, là. tu te dis, il n'y a aucune place, il n'y a aucune personne sur Terre qui peut faire des choses comme ça
Autre que le gouvernement. Autre que. Non, pas juste le gouvernement, mais des gouvernements autoritaires. Parce que si tu faisais des éléphants blancs comme ça dans une démocratie libérale, ça passerait absolument pas. On a nos éléphants blancs, mais nos éléphants blancs à nous sont. Ils sont un peu utiles. Ils parlent encore. Ils sont absolument. Ils ont l'air d'être très. Ils sont pas aussi blancs que les éléphants blancs de l'autre bord. C'est-à-dire les éléphants blancs sont pas. Non, mais il y en a, là, on a le stade Vidéotron. Mais écoute, je pense à. Quand tu as dit ça. C'est un très beau détecteur de fumée. Je sais pas s'il y en a qui. Parce que, faisant de l'histoire économique tout le temps, là, j'ai une fascination avec les cas extrêmes en histoire parce que ça donne souvent des espèces d'aperçus sur des choses beaucoup plus mondaines. Parce que tu vois à des situations extrêmes, c'est comment est-ce que les gens réagissent. Puis tu peux voir les réactions plus marginales. Mais l'image qui m'est venue en tête d'un truc historique, c'est le Volkshalle, qui est le People's Hall que Hitler voulait construire. Oui. Puis ça, c'était supposé abriter 150 000. Là, je viens de le trouver là, sur Wikipédia. C'était supposé abriter 150 000 personnes dans une salle au milieu avec un dôme qui était, je pense que le dôme était supposé être de la hauteur de l'Empire State Building ou quelque chose comme ça, ce qui est 440 mètres de hauteur. Mais je ne sais pas s'il y en a qui conçoivent, c'est juste la physique de construire une structure avec un dôme, 440 mètres dans les airs, d'une part. Donc, mais c'est des Allemands, là. Ils étaient peut-être capables. Peut-être, mais que le radius, le rayon, à partir de la moitié qui est coupée, parce que c'est une sphère que tu as coupée en deux à toute fin pratique, le rayon est 440 mètres. Tu t'imagines-tu la quantité de stress qu'il y a sur le reste de la... C'est un demi-kilomètre. Imagine-tu le stress structurel qu'il y a sur tout le reste des points. Puis que, rappelle-toi, parce que comme c'est en forme ondulaire, il n'y a pas... il y a quelque chose qui veut tomber. Il y a juste des dictateurs qui peuvent penser à des trucs aussi mégalomaniaques que ça. Ou comme le gars en c'est le fun aujourd'hui de t'avoir parlé, pareil, Vincent. Tu ressembles à R2D2 quand tes mains ils disparaissent de l'écran. C'est vrai. Mais pendant que tu parlais, Vincent, je me rappelais d'un article, puis je l'ai retrouvé, de Business Insider. Ça s'appelle The 12 Most Absurd Soviet Area Buildings That Are Still Standing. Et c'est juste magique, là. Des hôtels complètement construits tout croche. Une affaire qui ressemble j'y mettrai à l'écran, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a un genre de stade de sport en haut d'une montagne aussi. On s'entend-tu? Il y a juste Vous avez tous vu le Big Air cette semaine en Chine? Oui. Oh mon Dieu, c'est ridicule! Man, c'est exactement... Je suis tellement content que c'est ça que tu as vu parce que ça m'a pris 10 minutes. Je regardais la photo, ça me rappelle quelque chose. Springfield? Mais oui, mais ça m'a pris... Il a fallu... Mais je n'étais pas capable de connecter les choses. Mais tu sais, je n'étais pas vraiment en train d'y penser très intensément. J'ai juste comme... Ça semble déjà vu. Là, il y a quelqu'un qui a ajouté le signe des Simpsons. That's it. That's what's happening. Mais la photo close-up, c'est une chose, tu sais, que tu vois le Big Air, puis tu vois la centrale nucléaire en arrière, c'est tel que tel. Apparemment que c'est pas une centrale, que certains ont dit. Je sais pas c'est quoi. Là. En tout cas, ça a l'air d'une centrale nucléaire. Ça a l'air de ça, mais apparemment que c'est une ancienne scierie ou je sais pas trop. Là. Je sais pas trop qu'on... L'image que tu recules, tu fais, Christy, on sacrait ça au plein milieu d'un quartier industriel, out of nowhere, avec des champs d'épuration. Attends. Ça, je pense pas que c'est une critique super hot, parce que si tu vois où est-ce que c'était à Londres, parce que Londres 2012, j'étais là, puis j'avais mon appartement à Londres. T'avais des affaires de même? Ah, écoute, c'était juste à côté d'un paquet d'usines. Tu voyais les installations en quittant Heathrow, qui était l'aéroport, quand tu arrivais, puis tu voyais que c'était vraiment absolument atroce. Là. Tu peux pas placer ça trop en campagne, parce qu'il n'y aura pas d'installation à proximité, mais tu peux pas le placer non plus au centre-ville, puis déranger tout le reste des activités. Qu'est-ce qui te reste comme endroit, généralement, qui est à faible circulation? Les quartiers je regarde les quartiers industriels, c'est juste ça qui reste. Tu ne peux pas aller dans le commercial. Tu ne peux surtout pas aller dans le résidentiel. Ça a toujours... Oh my God, c'est atroce la photo que tu montres, Frank. Ça fait penser quasiment au village olympique.
Hey, mais le pire, c'est on est allé dans le vieux Celui-là, Québec. c'est mon préféré. On est allé dans le vieux Québec en fin de semaine, puis tu sais, il y a une couple de buildings gouvernementaux qui font dur dans le vieux Québec, on va se le dire. Le bunker. Puis, un moment donné, on s'en va de la manifestation avec les enfants. On s'en retourne vers le traversier, puis Jacob, il se vire en arrière, puis il voit un des buildings gouvernementaux, puis il dit « Hey, papa, c'est donc ben lettre! » Il dit ils ont donc même pas d'imagination, les gens qui ont construit ça. Là, je me reviens, ça, c'est un building du gouvernement. Ouais, attends, il y a eu une mode aussi de bétonnière. C'est le brutalisme. Là. Ouais, c'est ça. Parce que ça, les années 50 à 70, c'était une époque où... En fait, Habitat 67, là... Ce qui est dégueulasse. Là. Non, moi, je trouve que c'est beau, Habitat 67. Mais c'est ce qu'on appelle du brutalisme en architecture. Ouais. C'est un style... Puis ça peut... Moi, je trouve que ça a un certain charme quand c'est bien fait. La raison que les gens, maintenant, voient le brutalisme comme étant absolument atroce, c'est parce que l'URSS, c'est... Parce qu'une des vertus du brutalisme, c'est aussi que tu utilises un matériel qui est très peu dispendieux et que tu utilises des formes, parce que c'est presque exclusivement carré, qui sont aussi très peu dispendieuses. Le résultat est quelque chose de très cheap, ce que l'URSS peut très bien faire. Mais cheap peut quand même être de mauvaise qualité, mais tu peux faire quelque chose de cheap, de bonne qualité. Fait que tu as des beautés brutalistes qui... J'aurais pas une maison brutaliste, mais il y en a des buildings faits avec que du béton qui sont beaux. Je trouve qu'Habitat 67 à Montréal rentre là-dedans. Il y a l'unité d'habitation à Marseille qui est belle aussi. Il y a une coupe de fail. On ne peut pas dire que ça, c'est super joli. Là. Non, écoute, je ne m'ostinerai pas avec toi, mais ce que j'essaie de dire, c'est que le style brutaliste souffre de l'association avec l'État. Avec le communisme et avec l'État. Et mais il ne faut pas blâmer les architectes qui étaient brutalistes pour la stigmate que quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec ce qui est quand même une forme d'expression artistique. Ouais, mais attends un peu la stigmate. C'est eux qui ont brutalisme, moi, je me retrouve là-dedans. Ouais, mais là, on parle d'un enfant de 10 ans qui n'a pas de culture soviétique. Là, je veux dire, out of nowhere, il dit c'est donc ben lettre. C'est lettre. Je ne m'ostinerai pas avec ton enfant, je ne m'ostinerai pas avec ses goûts, dans le sens que tu peux trouver ça lettre. Mais la raison que la plupart des gens, quand tu leur montres un building comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça a l'air de Berlin en 1984 dans la partie soviétique. Les gens pensent à ça, c'est voici la Pologne juste après que le mur soit tombé. Voici l'Estonie juste avant que le mur soit tombé. Ils n'ont pas l'image du style brutaliste comme des beaux architectes qui essayaient de faire quelque chose de nouveau, d'original. Donc, il y a une petite série sur Netflix qui est le fun. C'est un peu l'histoire des véhicules automobiles en Europe. Fait qu'il fait comme un road trip. Il va démarrer tout ça en Italie. Fait que là, t'as un peu de Ferrari, Lamborghini. On connaît les marques un peu. L'épisode sur l'Allemagne est fascinant parce que oui, ils font l'Allemagne de l'Ouest avec les Audi, Mercedes, puis toutes les grandes marques allemandes. Mais ils vont aussi virer en Allemagne de l'Est avec les cochonneries que leur servaient de véhicules à ce moment-là, puis justement l'intervention gouvernementale centralisée. Écoute, c'est une catastrophe. Là. Je ne me rappelle plus du nom des chars parce que je l'ai oublié. Là. Mais il y avait 1 ou 2 véhicules de leur côté qui étaient très populaires et qui étaient très, très, très vendus. Mais je veux dire, c'était les seuls quasiment que tu pouvais avoir. Très band. On se souvient des Lada. Non, la marque, c'est pas eux autres. Il faut que tu te rappelles, c'est les Trabant. Je vais essayer de voir si je peux faire un share screen, là, mais Trabant, c'était ça le nom des chars. Hey, ça se peut que ce soit ça. Hey, j'ai pas de mémoire. Quand j'écoute des affaires de même, je devrais m'en souvenir. Là, mais hey, sérieusement, cette série-là, allez l'écouter parce qu'elle est vraiment le fun pour les tripeux d'histoire, là, de prendre vraiment une histoire économique, mais en regardant que des véhicules. Là, j'ai vraiment aimé ça. Je vais essayer de vous trouver le nom là, pour vous le dire, mais c'est un 4-5 épisodes vraiment cool. Puis les Français sont weird. On comprendra jamais le peuple français, sérieusement. Je pense qu'il faut qu'on se l'avoue. Tu voyais tous les véhicules de Citroën. T'es là, tu te dis, man, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais en même temps, il y avait... Vous souvenez-vous de ça? La seule voiture à n'avoir jamais été conçue et fabriquée au Québec. T'es-tu sérieux? La Manic GT 71. J'ai essayé d'en trouver une bleue, là, mais je l'ai pas marché.
Ça, c'est Mais le écoute, panier bleu des chars, ça. écoute, Y a-tu un moteur roux là-dedans? Non. Mais oh my un peu, God. j'essaie de chercher, parce que ça je cherchais le nom, mais la Je t'ai Manic GT, ouais. je t'ai Attends un peu, envoyé celui de la Trabant, l'auto allemande. D'ailleurs, il y a un super film que j'adore qui est pendant que tu cherches, là. ouais, je Euh, l'ai. OK, La go. Manic GT est une voiture de sport construite au Canada de 69 à 71. Ça n'a pas été long. Manufacturier automobile, par le manufacturier automobile québécois Automobile Manic. Fabriqué à partir d'un châssis de Renault 8, la Manic GT est le projet de l'entrepreneur Jacques Abou, ex-employé de Renault au Canada. Elle était assemblée à Terrebonne. Ça a duré, ils en ont fait 160 exemplaires. Ouais, mais C'est, en même temps, je voudrais pas, faut pas faire du Québec bashing ici, non, là. mais c'est juste un peu Ça, drôle c'est quand même. drôle. Mais je veux juste parce qu'on a toujours des gens qui vont faire comme hey, c'est après, on n'est pas capable de rien faire de bon au Québec. Ah non, là, je veux dire, c'était une compagnie privée, puis elle a fait un truc au Québec, elle a essayé, puis celle-là, ça a floppé. Mais on La série oublie, tu sais. Netflix s'appelle La Grande Virée Continentale de Paul Hollywood en français. Fait qu'il y a un nom anglophone pour ça. Là. Paul Hollywood's Big Continental Ah, Road Trip. le British Baker? Super bon. Hey, sérieusement, là, j'ai vraiment eu du fun à écouter ça. Pour vrai, là, je vous le recommande fortement. Il y a même un bout de nudistes en Allemagne. Là, Ça, c'est le char que t'as exactement. envoyé. C'est ça. Trabant. Mais Ouais, c'est moi, je trouve exactement ce ça cool. char-là. J'en aurais un char de même, moi. Ils font un 10-15 minutes avec ce char-là dans un des épisodes. C'est exactement à lui. Ah non, On Hey, dirait, il s'en est vendu des millions de ça. Là. on C'est dirait le char l'enfer. on dirait le char à Mr. Bean. C'était des formes de tanks qui étaient indestructibles apparemment, mais ils étaient incapables de faire des longues vitesses. C'était comme voici le mieux qu'on peut faire. Deal with it. Puis, mais si tu regardes, il y a un film vraiment hot que j'aime bien gros avec Charlize Theron qui s'appelle Atomic Blonde, qui est un film d'espionnage, mais en Allemagne, juste avant l'effondrement de l'URSS, en Allemagne de l'Est. Donc, puis c'est vraiment bon. Puis tu vois les Trabant partout, pendant que Charlize Theron kick des culs partout. Parce que clairement, son nouveau style, c'est comme être Keanu Reeves, mais de sexe féminin, puis Ouais. bien plus vicieuse que Keanu Reeves, parce que je pense qu'elle utilise comme une fois sur deux des guns. Fait que, honnêtement, j'aime bien gros les nouveaux films d'action qu'elle fait. Je la trouve vraiment bonne. Là. Mais Atomic Blonde, c'est vraiment un bon film. Et tu vois des Trabant partout. Là. Partout. Incroyable. Mais dans cette série-là, ce que vous allez voir vraiment, c'est pas juste les chars, c'est vraiment, il y a de l'économie là-dedans. Tu comprends pourquoi, où est-ce qu'ils se sont installés les constructeurs, tout ça, l'influence qu'il y avait, les courses automobiles en Europe, comment ça a permis de développer une tonne de choses, l'impact qu'ils ont eu aussi dans la guerre mondiale, de leur côté, surtout la deuxième. Puis les personnalités différentes. Les Italiens, tu regardes l'épisode sur les Italiens, puis c'est des sanguins, c'est la beauté. La plupart des chars italiens que le peuple italien est le plus fier, la plupart de l'Italien moyen n'est pas capable de l'acheter. C'est quand même assez spectaculaire. Les Français, très utilitaristes. Les véhicules, c'est pour aller du point. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un un moment donné dans l'épisode qui dit vraiment humblement, il dit en fait, un véhicule en France, c'est pour se déplacer du dîner au souper. Ça paraît dans la culture des véhicules, pareil, très, très, très utilitaristes, pas d'esthétique, pas de C'est pour ça performance. qu'ils ont des scooters aussi. Mettons ici, tu roules en scooter puis tu as plus que 16 ans, tu es vu un peu comme un sous-homme. L'Allemagne, c'est Mais là-bas, l'ingénierie. c'est normal. Ouais. L'ingénierie allemande de leur côté. Tu es là, tu dis, crime, c'est tous des pays qui sont vraiment proches, mais au niveau culturel, dans le véhicule automobile, tu vois les différentes personnalités des gens. Il y a des fossés incroyables entre les Européens. Puis, non, j'ai vraiment eu du fun. C'est toutes les. J'ai Mais moi, tendance à aimer les affaires généralistes. Là. Ça, c'est quelque chose de parfait. Là. je sais pas pourquoi, mais quand tu parles de chars en Europe, puis de courses sportives, puis comment ça a créé de l'activité économique, moi, je peux juste penser à Max Mosley, qui était le fils de Oswald Mosley, le chef du British Union of Fascists, mais aussi l'homme qui, en 2009, a eu à démissionner voyons. Scandale sexuel, lui, hein?
Ouais, ben en fait, le scandale sexuel, c'était étant donné qui son père était et le type d'activité sexuelle qu'il faisait liée à son père. Apparemment, ça a l'air que c'était faux, que c'était pas vrai. La partie que je t'avais de la partie qui était vraie, c'est qu'il participait à Il y avait des des orgies allemandes, récurrentes puis avec des avec des, stadies, puis tout ça. exactement. Et qu'il y avait Ah, des uniformes de SS qui étaient portés pendant les activités. Mais apparemment, le rendu là, juge. habillez-vous comme vous voulez. Là, Non, mais, Le non, but, mais c'est d'enlever le linge un moment donné, de toute façon. effectivement, là, mais apparemment, il y a eu le gars. J'ai été voir parce que quand tu as dit ça, je me suis dit, je vais aller regarder, je ne suis pas sûr de ne pas dire des erreurs là-dessus. Le juge, Justice Edie, ruled that despite one of the attendees wearing a military uniform, there were no Nazi connotation to the orgy. Now, c'est comme, you win, but you still don't win. Mais l'épisode, Frank, tu te rappelles, le livre de John Ronson que j'ai parlé, il y a un chapitre et demi, si c'est pas 2 chapitres sur Mosley, sur cette histoire-là que Vincent vient de parler. Fait que j'ai fait de quoi, justement, puis lui a été publicly ashamed, mais c'était un case study dans le livre, justement, de comment une des personnes, comment il y a possibilité vraiment de s'en sortir du shaming public, parce que Mosley, apparemment, s'en est vraiment bien sorti. Puis ce qu'il disait, c'était la meilleure façon de s'en sortir, c'est de prendre acte de ce qui s'est passé, de un, mais surtout, si ça ne t'affecte pas, toi, tu sais, le shaming, là, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, si toi, ça ne t'affecte pas tant que ça, ce qui s'est passé, puis tu vis bien avec, ça va finir par te couler comme sur le dos d'un canard. Puis lui, apparemment, c'est vraiment ça qui est arrivé. Sérieusement, il se faisait attaquer de tout bord, de tout côté, puis il s'en calissait. Ça ne l'affectait pas tant que ça. C'est un de ceux-là qui a eu un shaming public extrêmement intense, qui s'en est le mieux sorti dans le livre de John Ronson. Fait que, non, cette histoire-là, c'est capoté. Ben écoute, je pense que c'est capoté, c'est pas mal le seul résumé que tu peux faire qui fait du sens. C'était vraiment un shit show, là. Ah ouais, t'as des affaires de même, là, ça fait penser un peu à. Une année, t'avais une affaire avec un ancien militaire là, qui se déguisait en femme, puis il y avait un genre de procès avec ça là, au Canada. Là, puis là, t'es comme. Tu te fais juste regarder les grandes lignes de la mise en situation, puis t'es comme. J'en ai assez, on dirait que je veux pas savoir la suite. Moi, Non, mais déjà, l'ancien militaire déguisé en femme qui a séquestré du monde, t'es comme, non, sais-tu quoi? On dirait que le truc global, j'en ai assez, ça va être beau. ouais, mais il y a aussi, attends, mais il y a aussi quelque chose que, puis là, je pense que ça va nous permettre de faire un segue dans le sujet initial qu'on voulait parler, là. Ouais, 36 Mais, minutes, il faudrait y arriver. il faudrait y arriver. Ouais, mais on a quand même parlé des trucs importants pareil. Oh, on n'a pas niaisé. On a quand même parlé des comédies. L'orgie nazie, c'est ça? Ben, ça, c'est juste malaisant, là. Mais on a parlé des trucs les explications économiques des biens, des burial. Oh, ouais, on s'est éduqué pour vrai, t'as raison. On a fait des choses pertinentes aujourd'hui. Mais là, oui, c'est ça. J'ai un ami, Phil Magnus, qui est mon co-auteur. Puis ça, tu sais, quand tu dis des fois, il y a toujours des choses malaisantes sur des gens importants du passé, mais à un moment donné, si on est toujours en train de regarder des choses malaisantes, il n'y a plus grand monde qui va survivre. Puis mon nouvel exemple, c'est que si on faisait ça, il y a beaucoup de. Puis je suis sûr que. Puis là, c'est comme une manière de tester si les gens sont cohérents. Mon ami Phil Magnus, il travaille depuis comme 2 ans sur un truc sur John Maynard Keynes. Puis John Maynard Keynes a été connu au fur et à mesure que donc, toutes les idées keynésiennes qui viennent avec, que c'était un eugéniciste, qu'il était fan de méthodes de contrôle de la population, incluant la stérilisation de certaines personnes. Ça n'a pas réduit la portée des idées keynésiennes, puis ça ne devrait pas, soit dit en passant. L'homme, c'est juste l'homme est méprisable, mais c'est pas sur cette base-là. Ouais. Mais Phil a découvert aussi que, puis en utilisant la correspondance, mais aussi parce que Phil a trouvé des trucs en allemand, que John Maynard Keynes avait flirté avec le British Union of Fascists, avec les nazis en Allemagne, avait aidé, en fait, avait été conseiller de Oswald Mosley sur l'écriture de son programme quand le parti est fondé. Moi, j'avais l'impression que ce gars-là était tout le temps proche d'un beau party. Ah, la vie de John Maynard Keynes est absolument fascinante. Ce gars-là, je suis pas sûr, premièrement, il couchait toutes les barres de la clôture. Puis quand je dis toutes les barres, c'est vraiment toutes les barres. Il couchait avec des célébrités de l'époque. Sa blonde, son épouse officielle, c'était une ballerine de calibre international.
C'était un homme qui était immensément riche, qui est devenu immensément pauvre, qui est redevenu immensément riche. C'était un personnage. Tu sais, comme l'homme, si j'avais jamais à m'asseoir avec un économiste pour une conversation d'une journée, que je peux juste poser toutes les questions que je veux. Nicolas Marceau. Non. Hey, il est quand même intéressant. Je veux dire, je serais intéressé de parler avec Nicolas Marceau, mais si j'ai à choisir entre Nicolas Marceau puis John Maynard Keynes, je choisirais John Maynard Keynes. Je sais pas. Je serais intéressé juste à m'asseoir avec lui. Parce que tu vois mon Vincent qui essaie quand même d'être généreux. Non, mais tu sais, Nicolas Marceau, c'est un bon. Je suis généralement. Écoute, il faut que tu comprennes mon élitisme dont on parle souvent et ma générosité. C'est parce que dans l'élitisme, il y a les économistes. Oui. Après ça, il y a les autres sciences sociales. Vous êtes une science sociale, jeune homme. Oui, mais celles qui n'ont pas de mathématiques. Si tu fais des maths, tu es dans la bonne version. Si tu n'en fais pas, I am not interested. Fait que là, il y a cet élitisme-là, mais il y a aussi l'aspect généreux, que je suis plus généreux avec des économistes que je vais l'être avec des sociologues. Je sais que je ne devrais pas, mais instinctivement, je suis comme... Il ne peut pas être si con que ça, c'est un économiste. Ah, ça, c'est ton côté tribal, ça. Oui, absolument, absolument. Oui. Je le reconnais, mais écoute, je m'assoirais avec lui parce que dans ma tête, John Maynard Keynes, c'est quand même le gars, tu sais, the most interesting man in the world, avec la bière tout le temps. Pour moi, c'est comme the most interesting economist in the world. Je m'assoirais avec lui parce que les autres économistes que j'admire... Pour sa vie jet set et non pas... Pour sa vie jet set, pour savoir, tu sais, qui il est comme personne. Mais pour les idées, je veux dire, j'admire Milton Friedman, j'admire Hayek, j'admire Robert Fogel, Douglas North. Eux, pour parler des idées, je m'assoirais avec eux pour une journée. Pour savoir des gars qui aimaient une seule femme. Ouais, Friedman sans intérêt. Sans intérêt. Une seule femme. Mais Friedman ne consommait pas beaucoup d'alcool. Hayek était reconnu comme étant relativement sobre. Tu fais pas le party avec eux, mais je suis sûr qu'un party... Non. Amène Keith Richards. Ouais. C'est sûr que si le choix c'est entre Keynes et Keith Richards, le père de Justin Trudeau. Ça va finir par coller, cette rumeur-là. Écoute, il n'y a aucune chance qu'elle soit vraie. Mais comme on va-tu s'admettre que ça serait la rumeur la plus haute au monde qu'elle soit vraie? Ouais, ça serait mal. Ouais, meilleur que Castro. Écoute, quand même. Si Justin Trudeau est le fils de Keith Richards, je suis prêt à voter pour le Parti libéral du Canada. Juste parce que mais il faut que le père soit président d'honneur, par exemple. Oui, non, mais gouverneur général. Ouais. Par 2 degrés de séparation, j'ai touché à Keith Richards. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. J'ai aidé Keith Richards et son héritage par 2 degrés. Juste pour ça, je pense que ma vie serait accomplie. Mais tu sais, l'argument de genre, faut séparer la vie et l'œuvre, moi, je l'achète, mais j'ai quand même des limites à ça. Dans le sens que tu disais tout à l'heure, il est propos-eugéniste, tout. Moi, je trouve que Mané, ça fait un petit peu, genre, c'est comme quelqu'un chez qui t'arriverais, tu diras, c'est quoi la peinture qui est au mur? Bah, c'est une peinture d'Eclair, je l'ai achetée sur eBay. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve qu'il y a quand même Mané, il y a comme une limite à ça. C'est comme, moi, personnellement, ça, c'est très personnel, moi, ça me plaît pas de regarder des films de Roman Polanski. Parce que l'être humain est une vidange. OK, je comprends ton point. Mais mettons que ce qu'on devrait dire, c'est que ça ne devrait pas être un critère immédiat. Dans le sens que, je comprends. Étant donné l'importance des idées de John Maynard Keynes, puis le fait que c'est aussi prédominant comme idée, que plusieurs des concepts ont survécu, puis que même des économistes très libre marché ont adopté des éléments. En fait, Milton Friedman lui-même disait que John Maynard Keynes était le plus grand économiste du 20e siècle et que lui-même avait juste repris certaines de ses idées, les avait adaptées. Donc, tu sais, c'est... Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense pas que je devrais rejeter les théories monétaires keynésiennes, les théories fiscales keynésiennes en disant... Pas sur cet argument-là, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que c'est important... En fait, voici comment je devrais dire. Je ne devrais pas m'en servir comme un argument. Mais je pense que c'est important de le dire et de souligner que tu réalises-tu que des fois, ces affaires-là ont un peu d'interconnexion, puis que peut-être juste en se rappelant ça, ça donne des petits aperçus des implications qui viennent avec un ensemble de politiques publiques. Puis en fait, une des phrases de Keynes qui était longtemps utilisée contre lui, c'est que dans la version allemande
la théorie générale, General Theory of Money, Interest and Employment. J'oublie l'ordre dans lequel c'est, mais dans la préface allemande, il dit qu'il est conscient que ces idées ne sont pas applicables dans une démocratie libérale, mais beaucoup plus applicables dans une dictature. Ouais. Et là, t'es là comme wow, 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 wow. What the fuck, là. OK, c'est de son propre aveu. Ça vaut la peine d'explorer pourquoi, au moins, il disait ça, puis est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est plus applicable? Je pense pas. Ouais. Je vois pas comment est-ce qu'un déficit peut être un danger persistant pour la démocratie. Je peux voir comment trop de déficits et trop de dettes peuvent devenir too much, mais un déficit ici puis là, je vois pas comment ça peut devenir une menace existentielle. Mais là, il est en train de dire quand même qu'il croit fondamentalement ça. Puis non seulement ça, mais il accepte de le dire chez les Allemands, mais pas chez les Britanniques. C'est quand même assez exceptionnel. Là. Ça t'en dit beaucoup sur peut-être des implications que l'idée a, mais tu ne devrais pas rejeter le premier niveau de l'argument. Non, absolument pas. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'est un paradoxe un peu étrange, surtout dans le milieu universitaire. Puis je m'explique. Moi, quand j'étais au bac et à la maîtrise, c'était le début de l'entrée à l'université, un peu du cancel culture, lui, on va le canceller parce qu'il a dit quelque chose. Ah, on va aller entarter Mathieu Bock-Côté parce qu'il a fait une conférence de presse puis on l'aime pas. T'avais ça, puis de l'autre côté, t'as ben moi, je viens de prendre un cours d'auteur là, sur Heidegger. Puis là, tu fais OK, Heidegger, c'est qui? C'est un philosophe qui était membre du parti nazi et qui a fait chasser, il était recteur de l'Université de Fribourg, puis il a fait chasser l'ancien recteur parce que c'était un juif. Là, tu te dis, tu sais, parce qu'il y a comme une déconnexion chez beaucoup d'universitaires entre la vie des universitaires et leurs idées. Mais la réalité, c'est qu'ils sont connectés ensemble. Tu sais, moi, tu as bien beau avoir les idées que tu veux. Si tu as été quelqu'un qui a fait l'apologie de l'URSS pendant 50 ans, je veux rien savoir de toi. Oui, ben ça, regarde, tu vois, encore une fois, là, c'est là que ça devient peut-être, le principe reste le même. Puis là, c'est comme, tu sais, quand les avocats souvent vont dire que le juge se fait donner quand même un périmètre dans lequel opérer, mais il reçoit un certain niveau de discrétion dans certaines décisions. Ouais, mais toutes les opinions se valent, François. Non. Non, je m'excuse, là. Je sais que tu dis ça en joke, mais il y a des opinions qui ne méritent pas d'être écoutées. De dire que les vaccins, c'est le 5G, ça ne mérite pas d'être écouté. J'ai le droit à mon opinion. De dire que la droite est au Québec depuis 1960, c'est pas une opinion qui mérite d'être écoutée. C'est pas de la science, ça, c'est de la science. Pas en train de cibler personne. Un gars qui dit que Klaus Schwab fait partie d'un complot avec Candice Bergen puis d'autres personnes du groupe de whatever, de Bilderberg Group, whatever, jusqu'à Maxime Bernier disait cette semaine. Il y a des opinions qui ne valent pas la peine d'être écoutées. Il y en a qui ne valent surtout pas la peine d'être lues dans la presse. On va y venir. On va y venir dans la partie Patreon. Parce que ça, c'est le fuck incroyable de la semaine. Écoute, il y a des opinions qui ne valent pas la peine d'être écoutées, mais il y en a que, même s'ils sont déplaisants, tu devrais les écouter. Puis ça, c'est la partie qui est vraiment des fois difficile, je pense, les gens de comprendre. C'est que, mettons là, qu'il y a un facho qui dit quelque chose, puis on sait que c'est faux, puis on sait que c'est pas vrai. C'est quoi les camionneurs sont des suprémacistes blancs. Mettons ça de côté, là, parce que il y a des affaires... Non, mais mettons, si je vais y aller avec une question, Vincent. Non, mais ça va rentrer dans ce sujet-là. Mettons, toi, en tant que prof d'université, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis dans ta tête, ben ça, moi, je n'enseignerai jamais ça parce que je suis en désaccord profond, mettons, avec ce que ces gens-là ont dit ou fait dans leur vie? Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Je sais qu'il y a des choses que je ne touche pas, mais par choix délibéré. En fait, c'est ça la phrase, j'allais dire, peut-être qui est un. Je ne sais pas comment répondre. Ben, même le côté sombre mérite d'être enseigné. Ben, c'est ça. Des fois c'est bien de regarder un peu dans Look into the abyss, comme dit l'anglais. Dans cet angle-là, je suis d'accord. Mais la question, c'est quoi le contexte? C'est-tu la bonne place? Est-ce que c'est toujours approprié
La vertu de le faire, par exemple, avec des étudiants, c'est que généralement, quand ils sont là, c'est parce qu'ils sont intéressés. Puis que généralement, ils ont peut-être un niveau de maturité qui leur permet de s'exposer à l'idée, juste par biais de sélection. Ceux qui se sont rendus dans un cours de doctorat en économie, puis que là, on va dire, OK, regardez bien, par exemple, dans mon cours de maîtrise, pour le cours de microéconomie pour les étudiants de maîtrise, on a une section qui porte sur l'esclavage. Puis la raison que je leur dis ça, c'est parce que ici, c'est aussi malaisant que c'est que ça nous permet d'explorer des points de théorie, de choses qu'on prend pour acquis dans le quotidien de nos vies, mais que quand tu le vois, donc par exemple, voici l'exemple que j'utilise avec eux. Quand tu prends une arme à feu, puis que tu dis aux gens, tu vas travailler pour moi ou je te tue, le résultat, c'est tout à fait possible que tu produises plus de biens et services que tu aurais fait autrement. Donc, la quantité du PIB pourrait augmenter. Mais est-ce que tu pourrais dire que c'est de l'utilité? Est-ce que tu peux dire qu'il y a un gain d'utilité pour la société de cette production additionnelle-là? Dans une société libre, on va dire que oui, que s'il y a plus de production, c'est parce que les gens ont plus de choix. Right? C'est qu'ils sont devenus plus productifs, donc ils ont plus d'options qu'ils peuvent exercer de consommation. Mhm. Mais sous l'esclavage, tu pourrais voir exactement la même chose, plus de production, mais ne plus avoir la correspondance qu'on appellerait le mapping. Tu prends ta fonction, ce que la production donne en termes d'utilité n'est plus la même que dans une société libre. Mais là, tu peux montrer aux étudiants que le meaning d'une statistique économique dépend en partie du contexte dans lequel il est produit. Et donc, des fois, l'hypothèse qu'on fait aux étudiants, imagine que les gens sont libres de faire un choix et qu'il n'y a pas de coercition. Hey, c'est une crise d'hypothèse importante, c'est une présomption qu'on leur impose dans les modèles, mais quand dans le vrai monde, elle n'existe pas, qu'il y a quelqu'un qui choisit la contrainte des autres, donc la contrainte sur laquelle les autres doivent maximiser, et là, ça change complètement tout. Explorer ça avec des étudiants de maîtrise puis de doc qui sont en train d'explorer des sujets profonds en économie, là, c'est pertinent. Avec le grand public, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je n'appellerais pas ça de la censure, j'appelle ça comme le bon auditoire. Oui, puis ça dépend de l'angle que tu donnes aussi. Si tu enseignes, comme mettons, je vais partager de quoi à l'écran. Si tu veux comprendre un peu comment ça fonctionnait pendant le régime hitlérien, il faut que tu t'intéresses à ce bonhomme-là. Lui, c'était l'économiste puis le banquier d'Hitler. Il a écrit plein de livres, puis il a écrit, entre autres, une partie du programme économique du Parti national-socialiste. Mais il y a une différence entre enseigner ça en disant voici comment ça fonctionnait, il y avait ce gars-là, puis tout, et faire, mettons, un cours sur ce gars-là et jamais mentionner qu'il était nazi, puis l'enseigner comme si tout était beau. Moi, c'est là la différence que je trouve qui est marquée entre les deux. C'est que moi, je contre toute forme de censure, mais à un moment donné, il faut que tu aies un angle intelligent dans lequel tu approches ces choses-là. Je pense que j'aime ça comment tu le dis, parce que le point que j'allais faire, c'était comme tantôt, là, mais ta question, je pense qu'elle a comme bien mieux organisé les choses que ce que j'allais dire. Mais le point que j'allais dire, c'est que ça dépend vraiment de la situation, puis c'est quoi la nature de l'engagement que tu veux faire. Mettons que c'est un gars dans une taverne qui dit des choses fachos. Je pense que la réponse appropriée, c'est que si tu es propriétaire et tu n'aimes pas ça, tu le sacs dehors. Mais disons que je suis propriétaire d'un journal ou d'une radio. Peut-être que la bonne chose à faire, c'est de lui offrir une plateforme et d'inviter des gens pour le débattre avec lui. Pas des gens qui vont le mettre au pilori, mais des vrais gens brillants qui vont le remettre à sa place. Puis là, ça devient, c'est quoi, tu sais, comment tu engages avec des idées répugnantes, dans quel contexte et comment. Puis ça, là, c'est un exercice qui est vraiment difficile, qui nécessite de ne pas juste déchirer sa chemise puis d'être offusqué, c'est de penser, voici une idée qui est absolument atroce. Comment est-ce qu'on en vient à faire l'exercice de pédagogie, de persuasion nécessaire pour que cette idée-là ne recircule plus? Pas d'humilier la personne, quoique je pense que tu devrais être humilié à un certain degré si tu crois à certaines choses, mais que tu ne le vois pas comme l'objectif de dire « Ah, t'es un méchant, t'es un sans-cœur ». Tu dis c'est que la censure ça ne fait pas de sens. Puis la censure, ça leur donne souvent plus d'avantages. C'est ça, la censure est contre-productive. On le voit avec beaucoup de trucs. Ann Coulter, si Ann Coulter n'est jamais censurée, personne ne connaît son nom.
Oui, Effectivement. puis à peu près tous les promoteurs de théories un peu fucked up dont on parlait un peu au début, c'est tous ça, là. À chaque fois que quelqu'un veut les censurer, ils sont démonétisés ou sortis d'une plateforme ou quoi que Ils ce soit, deviennent plus populaires à ce ils moment-là. ben, parce que ça les radicalise. Tu sais, je veux dire, je prends souvent l'exemple, mais mon exemple préféré pour ça, c'est l'exemple du négationniste français Forisson, là. Tu sais, je veux dire, lui, ils ont fait le gouvernement français a fait une loi pour plus qu'il parle. Je veux dire, quand l'État fait une loi pour un individu, je veux dire, qu'est-ce que tu penses que pour les gens qui croient à ça ou s'intéressent vaguement à ça, ça leur dit dans leur tête, ça leur dit: «Hey, il est tellement dangereux, là, il dit tellement la vérité, là, que le gouvernement veut le faire taire par des lois». Tu sais, le mieux que tu as à faire, c'est de les ignorer, ces gens-là. Soit tu les ignores ou tu débats avec eux, tu acceptes de débattre avec eux, puis tu amènes un historien qui a des connaissances Ah, solides mais là-dessus puis qui le Ouais, ben, démontre de regarde, A à Z. on a vécu un épisode comme ça un peu au Québec avec le chanteur qui est décédé récemment du sida. Caroline, j'ai oublié son nom. Bon, OK, peu importe. ouais, ouais. Mais Bernard, hein, en tout cas. Puis lui, dans le fond, il avait arrêté de prendre sa trithérapie. Il disait que c'était un complot des pharmaceutiques, blablabla. Pas Karim quelque chose? Non, c'est pas Karim Ouellet. Non, Ah, non. OK, ça, c'est pas la même histoire. Je mélange les 2 Non, histoires. non, je m'en prends. Maudite mémoire, elle fait dur. Mais, tu sais, le gars, c'était un chanteur, il était connu, tout ça. Il était. Oui, Bernard Lachance, excuse. Bernard, c'est ça, c'était bien Bernard. Crème, pas si pire, finalement. Ah, c'est pas si pire. Fait que. Mais là, quand il est décédé, bon. Puis là, ça a été comme public aussi, là, le rapport du coroner. Ah, oui, oui, vraiment décédé du sida. Pourquoi on a rendu le rapport public? Ben, on sait pourquoi on l'a rendu public. C'est parce que c'était quelqu'un qui véhiculait l'idée beaucoup que la trithérapie, c'était un complot pharmaceutique. Il ne fallait pas prendre ça, ainsi de suite. Mais ce gars-là était censuré à peu près partout, là. Tu sais, je veux dire, on l'écoutait pas, on l'invitait plus. Alors qu'en réalité, je pense que c'est un exemple où est-ce qu'on aurait eu avantage à le laisser débattre avec des vrais experts scientifiques assez rapidement. Ne serait-ce, si on n'était pas capable de l'aider lui, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait du monde qui tombe dans ses affaires. Parce que la journée qu'il décède, c'était tellement intense qu'il y a des gens qui avançaient l'idée qu'il a été tué volontairement par le gouvernement puis qu'il a été assassiné, là. Parce Ouais, qu'il puis c'est parlait pour ça trop. c'est Puis pour écoute, ça qu'on voulait le faire taire, parce qu'il disait des vérités. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que puis à chaque fois qu'on le fait taire, puis à chaque fois qu'on l'empêche de parler, ben, ça vient juste stimuler ce discours-là, comme de quoi que qu'il y a un complot pour le faire taire. parce que moi, je pense que là-dedans, il faut que tu aies une réflexion à un moment donné sur les objectifs des gestes que tu poses. Tu sais, si tu es dans la morale pure, le jugement moral, ce que tu dis, c'est: «Hey, c'est dégueulasse ce que ce gars-là ou cette fille-là dit, on va le canceller, on va le faire taire». OK, ça, c'est le jugement moral, c'est le jugement de valeur. L'analyse un petit peu plus pragmatique des choses nécessite puis suppose que tu réfléchisses à quels sont les résultats qui vont survenir si j'applique mon jugement moral. Qu'est-ce qui va arriver si je barre cette personne-là? Qu'est-ce qui va arriver si j'enlève la parole à cette personne-là? Est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de gens qui vont tomber sous l'emprise de son discours? Si la réponse, c'est qu'il va risque d'avoir plus de monde parce que tu vas antagoniser ces gens-là puis que tu vas en faire des martyrs, whatever, la réponse, c'est qu'il ne faut pas que tu poses ces gestes-là. On ne peut pas tout le temps être dans des positions de morale où, ah, ben, regarde, peu importe ce que ça donne, voici ce qu'on fait parce que c'est ça qui est bien, puis c'est tout. OK. Je vais te proposer une manière de le voir. Je pense qu'on va y aller avec un exemple, là. En France, la popularité des idées du pétainisme, donc du maréchal Pétain qui avait collaboré avec l'Allemagne. On va dire que la popularité des idées ou du personnage est une fonction de 3 choses. La quantité qu'on ignore les gens qui le disent, les lois qu'on place pour punir les gens qui en parlent, et un dude qui s'appelle Robert Paxton. Oui, Pour ceux qui ne savent pas, Robert Paxton, c'est un historien. Hein. c'est un Américain de la Virginie qui était un Américain qui parle le français avec un accent, mais il parle le français de manière impeccable. Mais il a toujours un accent quand il parle. Yana Perrin. Mais Robert Paxton était l'historien qui a écrit l'histoire du régime de Vichy. Ouais. Et il l'a fait avec les archives. Il l'a fait en documentant parfaitement qu'est-ce qui s'est passé. Il a construit un édifice sur lequel d'autres gens ont pu rajouter. Robert Paxton, à lui tout seul, a probablement eu l'effet le plus
important pour réduire la popularité des idées pétainistes parce qu'il a pu tuer l'idée que le maréchal Pétain, parce qu'il y avait un mythe en France qui était l'épée et le bouclier. Pétain était le bouclier, De Gaulle était l'épée. Il y avait une sorte de collaboration entre les deux. Non, non, non. Pétain et Vichy avaient collaboré activement avec les nazis, avaient offert des choses que les nazis ne demandaient même pas, incluant la déportation d'enfants à des camps de concentration. Des ordures de A à Z. Paxson a fait ça. D'ignorer ces ordures-là a probablement eu un effet qui a été probablement positif, donc d'arrêter de leur donner de l'attention. Mais les lois en France qu'il y a pour punir, et on le voit par exemple pendant la campagne présidentielle, avec Zemmour qui se fait écœurer constamment là-dessus, probablement que c'est ça qui aide Zemmour. Je suis convaincu que c'est mon point depuis le début. Moi, probablement que chaque fois qu'il est mis en sanction, chaque fois qu'il doit aller sur le parquet pour défendre qu'il n'y a plus des propos racistes puis que ça contrevient à la loi, à chaque fois, ce que tu y fais, c'est que tu lui donnes une tribune pour s'offusquer, puis les gens vont dire « Vous savez, je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il dit là-dessus, mais sur le fond, il y a peut-être tort, il y a peut-être raison. Hey, non, 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 non. Arrête de donner cette attention-là, ignore-le. Je pense que généralement, là, tu prends une fonction puis tu fais tes dérivés. Paxton, puis ignorer la dérivée est négative dans le sens que ça réduit la popularité. Puis les lois, généralement, la dérivée serait positive, indiquant que ça augmente la popularité. Puis ça te montre aussi un truc, peut-être qu'il vaut la peine d'être mentionné. Si tu n'es pas capable de dire que tu as le choix de deux manières de détruire une idée atroce, soit tu engages avec cette idée-là, puis tu la détruis, tu la démolis, ou tu passes une loi. Lequel des deux dit à quel point tu es confiant dans ce que toi tu défends? C'est pas la loi qui dit ça, là. Ben non. Ça fait, c'est une admission de faiblesse de ta part à l'égard de ta position. Puis n'importe quelle personne qui est un défenseur de la démocratie libérale qui dit « Je veux violer des droits d'une personne que je n'aime pas pour protéger le concept de la démocratie libérale » est en train de dire à quel point il n'y a pas confiance en la démocratie libérale. Peut-être que c'est nécessaire que tu t'imposes un fardeau additionnel puis que tu te fasses la job que tu as besoin de faire, c'est-à-dire de ne pas faire des petites chroniques de merde en insultant des gens pour le plaisir d'insulter, puis que tu te dis « Non, 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 on va vraiment engager avec cette idée-là. Voici pourquoi c'est pas une bonne idée. » Point barre. Absolument. Moi, je trouve qu'un des bons exemples de ça, c'est cet article-là, pourtant d'un personnage pour qui j'ai pas énormément de considération, Noam Chomsky. Même l'horloge brisée a raison 2 fois par jour. Mais Chomsky a écrit dans les années 80 un article qu'on voit à l'écran justement sur ce sujet-là, sur l'affaire justement de Robert Forisson. Puis c'était pour expliquer comment la loi Guesso, qu'on appelle aussi la loi Forisson, qui criminalise... Nomme le nom de l'article, Frank, pour le monde qui ne sont pas sur vidéo. C'est Is Right to Say It. Donc, vous pouvez le retrouver facilement, même sur le site de Chomsky, il l'a mis. Donc, c'est pas du tout dédié de ce qu'il racontait là-dedans. Mais bref, l'article, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est oui, le génocide juif a existé, mais c'est lui-même en est un. Juif, il connaît des gens qui en ont été victimes. Mais il dit, c'est pas en empêchant les gens qui racontent toutes sortes de niaiseries là-dessus de parler qu'on va changer quoi que ce soit. Puis il croyait à tel point qu'il a même préfacé, Chomsky, un des bouquins de Forisson où il dit, genre, c'est important de laisser ces gens-là parler, puis les gens se feront leur propre idée par rapport à ce que ça vaut vraiment. Moi, je pense que quand tu es... C'est quoi l'intérêt de Forisson d'accepter cette préface-là dans son livre? Je le sais pas pourquoi. Je pense que, dans le fond, son point, c'était... Lui, il a un peu viré ça de bord en disant, regardez, même certains Juifs sont d'accord avec moi, ou je sais pas trop. Je me souviens pas trop pourquoi il avait accepté ça. Mais bref, moi, je trouve que c'est un peu poussé à l'extrême, cette position de principe-là, mais moi, je trouve que c'est la bonne, dans le sens que Chomsky était assez intelligent pour savoir que si tu ostracises ces gens-là, si tu leur fermes la porte puis que tu en fais des martyrs, ils n'en deviendront que plus gros. Moi, je pense que c'est juste ça. Là. Il y a une chose que je dois donner à Noam Chomsky, même si souvent je n'aime pas ses idées. De tous les intellectuels de gauche, surtout en vertu de son anarchisme, c'est probablement celui-là qui est le plus cohérent dans ce qu'il dit, puis qui est probablement aussi le plus pacifiste de la gang, mais qui était prêt. Je veux dire, il faut que tu t'imagines qu'est-ce qu'il fait.
il était prêt à dire qu'il faut défendre le droit d'une personne qu'on n'aime pas. Oui, c'est Puis ça. probablement qu'il s'adresse à des gens, puis il prête sa crédibilité qui était quand même assez incroyable pour un point de principe. Hey, c'est quand même. Il faut quand même que j'y lève mon chapeau là-dessus. Noam Chomsky, sur bien les affaires, il avait tort, mais Ben, l'affaire, c'est que. on peut pas y enlever qu'il y avait toute une paire de cojones. Ouais, puis l'affaire, c'est que Chomsky, juste pour clore cette parenthèse-là, avant qu'on passe tranquillement à la partie Patreon, c'est qu'il n'est pas connu, en fait, pour ses positions politiques. C'est un universitaire qui était dans le domaine du Un linguiste. langage. C'est ça, c'est un linguiste, un philosophe du langage. Il écrit toutes sortes Lui de et trucs sa femme. là-dessus. Lui et sa femme. Exact, lui et sa femme. Puis l'affaire, c'est que sa renommée est venue de ça, des trucs qu'il a avancés sur le langage. Puis, en tout cas, bref, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on va perdre les auditeurs, là. J'ai étudié ça quand même un peu, là. Mais bref, sa renommée venait de là et c'est par après qui a commencé à faire des statements politiques puis des prises de position publiques. Puis aujourd'hui, on le retient pour ça. Mais si tu vas dans le monde académique, Chomsky n'est pas enseigné du tout pour ses positions politiques de gauche. Non. Il est enseigné pour l'aspect linguiste. Ben surtout, Linguistique, c'est-à-dire. sa femme, je sais qu'elle était connue pour les trucs sur le langage, la syntaxe chez les enfants. Puis elle avait vraiment fait des grosses progressions là-dessus. En tout cas, c'était vraiment. Elle a l'air con, là, mais l'étude, des gens qui pensent que l'étude du langage, C'est excessivement complexe. Mais c'est excessivement complexe. C'est pas de faire de la littérature comparée. Là. C'est une coche au-dessus. Le linguistique, en fait, il y a souvent en linguistique, il y a des cours dans des programmes, des doctorats de linguistique qui nécessitent que tu fasses de la statistique, des mathématiques pour pour convertir des mots en chiffres, donc de pouvoir quantifier des structures syntaxiques en des structures. En fait, il y a même un concept que lui avait écrit qui s'appelait linguistique cartésienne. Le mot cartésien devrait dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre des chiffres sur des mots. Donc, tu sais, c'est une étude excessivement formalisée, la linguistique. Là. Je ne suis pas un expert sur le concept, mais c'est clair que le niveau de rigueur dans ce domaine-là, c'est pas. Ah non, puis tu sais, lui, il avait quand même apporté, puis on va clore là-dessus après, là, mais il avait quand même apporté de quoi d'assez novateur dans le domaine, justement, avec l'aide de sa conjointe. Là. Comme quoi que, dans le fond, il existe comme une structure commune à toutes les langues sur Terre, là, d'une certaine manière, là, qui a un genre de. Ce qui permet, en fait, aux enfants, si tu veux, d'apprendre n'importe quelle langue. Tu sais, tu prends un enfant de n'importe quel milieu, tu le prends dans une famille, que les gens parlent le russe, le chinois, le grec, peu importe la langue, il va finir par l'apprendre, peu importe d'où il origine d'un point de vue géographique. Là. Donc, il y a une capacité d'apprendre tout ça. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est que si tu peux apprendre n'importe quelle langue, c'est qu'il y a une structure commune à toutes les langues qu'on n'a pas encore découvertes. Puis là, bref, tout le reste découle de ça. Là. Mais c'est ça. Mais des fois, les gens, justement, ne sont pas connus du tout pour les choses qu'on pense. Là. C'est la même chose pour moi. Hein. Les gens au Québec me connaissent comme étant un gars de droite, mais dans le monde académique, je suis connu comme un historien économique, puis comme un théoricien des prix. Là. C'est ça que je suis connu. Mais ici au Québec, par contre, les gens, ils vont juste dire le prof Geloso, le libertarien, right? C'est ça qu'ils vont penser parce que c'est. Ouais. Mais de toute façon, de toute façon, au Québec, du moment que tu es à droite d'Amir Kadir, tu es un libertarien. Là, fait que.